Mathieu Niango, qui est normalien, agrégé de philo. Vous avez été conseiller dans différents cabinets ministériels et aujourd'hui vous publiez La démocratie sans maître. Qui sont les maîtres alors pour vous? Ce sont les politiciens professionnels? C'est les politiciens professionnels, mais ces politiciens eux-mêmes, ils ont d'autres maîtres. Ils ont, c'est un petit peu les mandataires de ce qu'on pourrait qualifier d'oligarchie, qui est une alliance plus ou moins consciente entre, disons, la haute administration et puis ce que Michel et Monique Pinson-Charlot appellent la très haute bourgeoisie. Oui, alors pour vous, il y a une mythologie de la démocratie représentative qui, nous dit-on, et c'est ce que l'on pense tous, est le gouvernement du peuple par le peuple. Alors vous dites non, c'est pas le gouvernement du peuple par le peuple. C'est le gouvernement du peuple, oui, mais par tout à fait autre chose que le peuple. C'est une situation dans laquelle régulièrement nous remettons l'essentiel de nos pouvoirs à quelques personnes que nous mandatons et qui après font ce qu'elles veulent de nos voix. Mais ça n'est pas d'aujourd'hui, ça date de la Révolution française. Lorsqu'on reprend les textes de la Révolution française et l'histoire de la Révolution française, on se rend compte, et de la Révolution américaine également, on se rend compte qu'il y a eu des débats extrêmement ardents entre d'une part des partisans d'un partage large du pouvoir, et on y mettrait quelqu'un comme Robespierre, on y mettrait des gens comme Babeuf, Gracchus Babeuf, et puis d'autre part des partisans du partage le plus restreint possible du pouvoir entre quelques mains, et ça c'est Yes, c'est les Girondins. Il y a la même chose aux États-Unis entre ce qu'on appelle les fédéralistes d'une part et les antifédéralistes d'autre part. Donc c'est un débat qui est ancien et qui durera, à vrai dire, pendant tout le 19e siècle. Mais qu'on a tranché d'une certaine manière en disant, au fond, ce sera le gouvernement des meilleurs. Ça sera le gouvernement de ceux qui se disent les meilleurs. Et autour de ça, il y a toute une mythologie qui va se construire. Parce que qui seront les meilleurs? Ça sera les propriétaires, ce sera ceux qui pourront dégager un petit peu de temps pour réfléchir sur les questions essentielles à notre devenir commun. Vous parliez d'oligarchie, celle qui serait au pouvoir dans un pays comme le nôtre, d'après vous. C'est une oligarchie, une élite économique et financière. Et c'est ce qui expliquerait, d'après vous, pourquoi on parle tant de la dette, de la fiscalité ou de la compétitivité. Vous dites que si, au fond, l'élite, c'était les peintres, on n'arrêterait pas de parler du prix des peintures et des pinceaux et des chevalets. Oui, et puis dans d'autres pays, regardez, je ne sais pas moi, en Iran, dans d'autres pays, qui là pour le coup sont ouvertement des non-démocraties, on parle de tout à fait autre chose, de questions religieuses, etc. Effectivement, on voit bien comment une oligarchie en place impose non seulement les réponses, mais les questions elles-mêmes. Si vous regardez le deuxième débat qui a eu lieu sur les présidentielles, on disait, alors on va parler de chômage, je me souviens plus très bien de la série des questions, mais elles étaient fixées, on ne sait pas par qui. On ne nous disait pas de quel chapeau sortaient les questions qui étaient posées. Oui, mais Mathieu Niango, vous imaginez bien que si c'était les peintres qui trônaient et qu'on nous parlait toute la journée du prix des pinceaux et des brosses et des chevalets, on se sentirait moins concerné que quand on nous parle de fiscalité, de compétitivité, d'emploi ou même de la dette, parce qu'on sait bien que ça a des conséquences sur notre vie à nous, notre vie quotidienne, nous électeurs. Mais moi déjà, sur la dette, j'aimerais qu'on pose les vraies questions. J'aimerais savoir qui a généré cette dette. J'aimerais savoir comment elle est structurée. J'aimerais qu'on arrête de faire un parallèle entre la dette publique et puis la dette d'un ménage. Ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Or, on utilise les mêmes termes pour poser des questions qui sont absolument différentes. Et puis, si vous me permettez un parallèle historique, on a parlé tout à l'heure de 1789. Vous savez qu'avant la Révolution de 1789, on était organisé la remontée de ce qu'on appelait les cahiers de doléances. On a été extrêmement surpris par les questions que se posaient en réalité les Français. Et d'une crise qui était au départ une crise économique, une crise de levée de l'impôt, on a abouti à une crise politique, une crise dans le partage du pouvoir. Donc si on faisait le même exercice en France aujourd'hui, je pense qu'on serait très surpris, mais je ne compte pas forcément sur les politiques en place pour l'organiser. C'est un peu périlleux. Les politiciens professionnels, nos représentants, on les choisit plutôt, dites-vous, dans les classes privilégiées, parce que là aussi, il y a un mythe qui est très fort, c'est que celui qui ne manque de rien serait plus sensible à l'intérêt général, alors que le représentant qui serait issu du peuple, lui serait dans le ressentiment, les classes dominées, il a vécu la domination, donc il est dans le ressentiment et il est moins dans l'idée de l'intérêt général. Oui, c'est une idée, quand on la creuse, qui est absolument affreuse. C'est comme si, effectivement, selon les diplômes que vous auriez,
l'éducation scolaire que vous auriez reçue, vous seriez capable de l'universel ou pas. On sait très bien que c'est faux actuellement, et à vrai dire, que ça a toujours été faux, en tout cas dans les périodes auxquelles on attribue ce type de pensée. Je renvoie au magnifique travail qu'a fait Jacques Rancière sur le sujet, qui s'appelle « La nuit des prolétaires », où il montre toute cette effervescence de pensée, de réflexion, de construction, d'utopie, à une époque où le temps de travail et la dureté du travail étaient était totalement incomparable avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc ça, c'est une mythologie totale. Moi, j'ai co-créé un mouvement qui s'appelle « À nous la démocratie ». On va à la rencontre des citoyennes et des citoyens, on pratique un petit peu l'intelligence collective, mais des idées magnifiques, il y en a partout. Et c'est pas de la démagogie que de le dire. Donc, vous croyez que, là aussi, vous le dénoncez, qu'il y a un mythe du gouvernement des plus compétents. Ce ne sont pas les plus compétents. Vous avez travaillé avec eux, vous avez travaillé pour eux. Ils ne sont pas aussi compétents qu'on nous le dit ou qu'on le pense, parce qu'on le pense qu'ils sont compétents. Ce que je dis, c'est que la question politique, elle est toujours posée dans l'abstrait. On nous dit, oui, il faut être compétent pour faire de la politique. Mais je demande ce qu'est une question politique. Et c'est à ça qu'on a affaire quand on est en cabinet. Je vais vous prendre un exemple, la question du gaz de schiste. La question du gaz de schiste, elle met en scène des conflits qu'un spécialiste ne peut pas trancher, qu'un professionnel de la politique ne peut pas plus trancher. Un conflit entre, disons, l'environnement, d'une part, et d'autre part, l'économie, d'autre part, la dette énergétique d'un pays, par exemple les États-Unis. Quel spécialiste peut venir trancher ces questions-là? Le spécialiste, il doit venir éclairer les sujets, il doit venir clarifier les concepts. C'est son métier. Un professeur de droit, évidemment, quand il s'agit de penser le droit du travail, il est évidemment le premier à venir nous éclairer. Mais ensuite, c'est aux citoyens de faire les choix qui vont avoir des résonances sur leur existence. Comme la question du chômage, moi je vais jusqu'à là, qui supposerait qu'on mène une consultation nationale réelle. Je suis sûr que nos concitoyens iraient, moi j'irais en tout cas. S'il y a une consultation nationale sur chômage sur 3 week-ends, ben je le ferai, j'irai parce que c'est un problème qui n'est pas réglé par les seuls techniciens. Et je vais vous dire qu'il ne le sera pas, parce que la situation de l'emploi elle est trop complexe aujourd'hui pour être réglée par quelques Emmanuel personnes. Decazes, il y a un autre mythe dont vous parlez, Mathieu Niango, dans ce livre, c'est le mythe du chaos conjuré. Qu'est-ce que c'est le chaos conjuré? C'est ce mythe selon lequel, si on n'était pas soumis à un ordre dur, avec des représentants qui tiennent le coup, eh bien, au fond, ce serait la guerre de tous contre tous, ça serait horrible, j'aime bien quelque chose qui vous appartient, je vous ferai la guerre, et réciproquement. C'est le mythe qui est développé par Hobbes, qui a le génie de poser bien le problème. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, mais je crois qu'avec un mythe pareil, on ne peut pas aller plus loin que Hobbes. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut effectivement nommer une personne ou une assemblée pour qu'elle prenne en charge le destin de tous les autres. Et finalement, on est encore dans ce cadre hobbesien. Alors, je ne dis pas forcément qu'il faut supposer que l'homme est fondamentalement bon. Je dis, avec certains philosophes comme Kant, que l'homme, il est raisonnable. C'est-à-dire que quand on lui explique les choses, il peut comprendre son intérêt, même si, au fond, il n'a pas envie de faire les choses. Il y a un mythe aussi de la volonté libre, aussi, qui est à l'œuvre dans nos démocraties. Je dis qu'on ne la prend pas assez au sérieux, cette volonté libre. On n'en tire pas toutes les conséquences. Et précisément, qu'est-ce qu'on fait généralement? On dit, eh bien, au fond, une décision que j'ai prise, elle va colorer toutes les autres, si je puis dire. Elle va, par exemple, je ne sais pas moi, je suis de gauche, voilà. On n'admettra pas, comme l'a mis en valeur, par exemple, un référendum d'initiative populaire en Californie, que je puisse être à la fois pour la légalisation du cannabis et pour la peine de mort. Ça sera compliqué, contradictoire. Donc la volonté libre, elle n'entre pas, elle n'est pas homogène avec la situation politique qui est la nôtre, où on a des gros blocs de pensée qui nous poussent à penser et qui viennent brimer finalement notre indépendance. Chaque question en démocratie devrait nécessiter un nouvel effort indépendant de tous les autres. Et les modèles comme ça fonctionner. Regardez les conférences des citoyens, citoyens. Regardez les conventions de citoyens telles qu'elles se sont déroulées au début des années 2000. Mais si vous faites appel à des spécialistes pour vous éclairer les sujets, y compris sur des questions très techniques, l'enfouissement des déchets nucléaires, le développement durable, la question de l'armement de la France, du déploiement des opérations extérieures aussi. Mais vous pouvez très bien comprendre les conséquences. Après, les techniciens, ils vous disent... Au fond, Mathieu Niango, et c'est ce qu'on comprend quand on lit votre livre, d'où le titre « La démocratie sans maître », vous croyez au collectif et vous croyez de moins en moins aux leaders.
Je crois au collectif et je crois qu'il est possible de concilier l'individualisme contemporain, dans lequel, effectivement, pour chaque effort, on demande un choix différent. On ne veut pas être enchaîné par autrui, évidemment, mais on ne veut pas non plus être enchaîné par ses propres choix, d'une part, et d'autre part, le collectif, la possibilité de coopérer, à condition qu'à chaque décision, d'une part, de se défaire des professionnels de la politique et du mandat délégué. Oui, ça, c'est vos ennemis. Ça, c'est un préalable absolu, mais aussi que pour chaque coopération, eh bien, les alliances se fassent de manière différente et qu'on ne soit pas lié par un choix qu'on a fait préalablement. Emmanuel Dequesse. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce que je veux simplement dire, c'est que pour mettre en pratique ces idées-là, il faut arriver à briser un certain nombre d'univers mentaux qu'on a construits, et notamment l'idée de peuple hypostasié, qui est avec un représentant du peuple qui va avoir la voix d'eux, l'idée de souveraineté. Vous allez voir que vous allez faire du mal à l'idée d'État, même si vous poussez un tout petit peu, et qu'à la fin, on aura quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce dont vous parlez, et qui semble effectivement une étape au-delà de la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et un point que je voudrais dire aussi, un dernier point, c'est vous avez utilisé utopie comme on l'utilise habituellement. Vous avez dit, ne parlons pas d'utopie, parlons de choses concrètes et de choses réelles. Je suis un grand ami de l'utopie, un lecteur de Miguel Abensour, et je me réjouis d'ailleurs que vous ayez écrit une utopie, parce que Miguel Abensour faisait la correspondance entre la fin du progrès social et la fin des utopies. Donc si les utopies renaissent, il y a quelque chose à espérer du côté du progrès. Mais ce que je voulais dire dans mon utopie, c'est que il ne s'agit pas d'une utopie d'univers rêvé avec des individus rêvés qui n'est pas ancré en réalité, je suis juriste, dans la problématique vous avez pris des exemples absolument concrets, vous dites qu'il existe des assemblées qui ont décidé comme si, et sous ça, les sources d'inspiration, il existe des sortes de pratiques alternatives qui existent de toutes sortes de manières, et ces pratiques alternatives réelles, possibles, nourrissent complètement cet univers-là que j'ai voulu construire, certes, dans un voyage un tout petit peu onirique, mais le système juridique qui est construit est quelque chose qui, d'après moi, est parfaitement réaliste, possible, et dans la société actuelle, pas avec des hommes rêvés. Je vous propose, pour terminer, un extrait d'Invasion Los Angeles, le film de John Carpenter, que vous adorez. Clin d'œil à la démocratie sans maître. On y voit un héros découvrant des lunettes qui lui permettent de voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire gouverné par des extraterrestres qui tiennent les humains sous leur joug invisible. Un mot sur Invasion Los Angeles, ça vous a inspiré pour votre livre? Je crois que c'est une métaphore de l'exercice philosophique. Et moi, ce qui me fait plaisir avec ce texte, c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent en me disant ce texte m'a fait du bien, m'a ouvert les yeux, et notamment des gens qui étaient des oligarques purs et durs, avec une grande peur du peuple, ils se sont dit mais non, c'est pas la solution. Alors moi, j'aimerais bien que les politiques ils mettent ces lunettes et qu'ils se regardent dans la glace. Les lunettes de Invasion Los Angeles qu'on regarde tout de suite. What's your problem? I said, what's your problem? How are you today, sir? Okay, how's it going? Fine, thank you. Thank you, sir.